Vous n'avez pas mal aux mains? Non. Non? Parce qu'on imagine que vous avez dû vous les frotter les mains la semaine dernière lors du procès de la CNIL de Franck Proust, qui est, on le rappelle, votre ennemi politique Les Républicains et qui a pris votre place à l'agglo. Écoutez, je viens pas du tout ici dans cet esprit-là. Je vais pas me frotter les mains. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et puis je suis pas la justice. La justice fait son travail. Ça vous a pas fait plaisir politiquement? C'est pas politiquement. Moi, quand je suis intervenu, c'était pas politiquement. C'est en fonction de mes responsabilités que j'avais. J'étais adjoint aux finances de la ville de Nîmes. Et politique ou pas, c'est pas le débat. Quand vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas normales, vous le dites. Oui. Et vous faites ce qu'il faut pour ne pas être, vous aussi, suspect d'avoir fait des erreurs. Alors on rappelle que pour l'instant, hein, pour ceux qui nous regardent, Franck Proust est présumé innocent. Bien sûr. Il a notamment contre lui plusieurs griefs, donc de trafic d'influence et de favoritisme dans le cadre notamment des travaux du triangle de la gare et de l'aménagement de terrain dans la zone sud. Le procureur a requis 30 000 euros d'amende et 15 mois avec sursis. Quelle est votre réaction? Moi, je n'ai aucune réaction à avoir. Je dis simplement qu'en 2007, je n'ai pas voté le compte rendu d'activité de la CNIL parce que j'ai dit qu'il y avait des irrégularités. 2017. En 2007, je me suis exprimé au conseil municipal. J'ai dit clairement qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Je me suis fâché par rapport à un certain nombre de choses. Je n'ai pas voté. J'ai demandé à ce qu'on ne vote pas le CRAC. Pour des raisons très précises, comme d'ailleurs des raisons qui ont été reprises dans le cadre de ce procès, notamment des ventes de terrain et autres. Mais parce que adjoint aux finances que j'étais, si je signais ceci, je signais aussi mon entrée en correctionnel. Donc j'ai dit non. Et j'ai fait le travail pour lequel j'étais élu. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de responsabilité. Alors, l'argent public aujourd'hui, il y a des règles, il y a des normes, il y a des quotas au-dessus desquels il faut faire des appels d'offres. Ils n'ont pas été faits. 90 000 euros à l'époque. Voilà, il y a un terrain qui est... Oui, parce que le procès a démontré toutefois qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Mais ce n'était pas le débat. Moi, j'avais à signer des choses... Trafic d'influence, c'est enrichissement personnel. Mais moi, je n'ai pas à juger. Moi, je ne pouvais pas signer des ventes, enfin des oui, marchés. Là, vous nous parlez des marchés publics sur le triangle de la gare. Il y avait un terrain qui devait être vendu 1,8 million, puis 1,9 million. J'ai demandé, et Jean-Paul Fournier m'a suivi là-dessus, qu'on arrête le compromis. Et ce terrain, on l'a juste vendu 5 millions d'euros. Mais vous dites quoi ce soir? Je l'avais bien dit? Je crois que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, bien ou pas, je ne sais rien. En tout état de cause, j'ai été entendu par le SRPJ à 2 reprises. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et la preuve, c'est que je n'ai pas été retenu dans celles et ceux qui devaient s'exprimer la semaine dernière. Alors, Monsieur Lachaud, cette affaire, elle remonte à 2002. Il y a une époque où vous étiez quand même assez copains avec Franck Proust, avec Jean-Paul Fournier. Notamment, c'est eux qui ont participé à faire émerger votre carrière politique. Pourquoi vous n'êtes pas éloigné plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Mais attendez... Il n'y a pas à démissionner, il y a à dire ce pourquoi on n'est pas d'accord. La preuve en est, c'est que j'ai pu le faire et je n'ai pas été démissionné à ce moment-là. Vous auriez pu partir. Oui, mais je n'avais pas de raison de partir. À partir du moment où vous pouvez vous exprimer, je pense que moi j'avais un rôle à jouer. J'ai été élu national aussi, j'ai été parlementaire, j'avais un rôle à jouer. J'ai dit ce que j'avais à dire. Après, c'est pas à moi de trancher. Il y a la justice, il y a la Chambre régionale des comptes qui a fait des investigations. Mais politiquement, votre attitude politique peut poser question, parce que quand on dénonce, comme vous le dites, des manquements depuis tant d'années, pourquoi à un moment donné ne pas démissionner, ne pas partir en 2014 contre Jean-Paul Fournier? Regardez à l'époque, M. Volbert l'avait fait en dénonçant certains manquements administratifs. Est-ce que aussi, parce que les Limois peuvent se demander... Ne mélangez pas tout, Coralie, ne mélangez pas tout. Il y a un problème, il y a la politique, c'est une chose. Là, on est sur un dossier de fond. Sur un dossier de fond, je me suis exprimé parce que j'avais le devoir de le faire. Est-ce que c'est pas trop facile de s'exprimer, puis finalement de ne pas prendre décision et de continuer sa carrière politique avec l'aide des Républicains? Vous croyez que le jour où j'ai délibéré, où j'ai rapporté la délibération sur le CRAC et où j'ai dit je suis pas d'accord, vous croyez que c'est facile? Mais vous rigolez ou quoi? J'ai pris mes responsabilités. Allez, avant de rentrer plus dans les sujets qui concernent l'actualité de Nîmes Métropole en particulier, on va donner la parole à Claire pour qu'elle puisse poser sa question à notre invité. Bon, alors Yvan, on se connaît depuis 40 ans dans l'enseignement. Oui. Et à ce titre, je vais donc te tutoyer. C'est déjà fait d'ailleurs. Oui. Tu as une réussite professionnelle qui force le respect, crèche, lycée. Et moi, je voudrais quand même revenir sur une histoire que je n'ai pas comprise. C'est ton alliance avec Daniel Richard. Je voudrais savoir ce qui s'est passé au fond. Parce que, comment tu la qualifierais, cette alliance? Est-ce que tu la qualifierais de malheureuse? Parce que
c'était un petit peu le mariage de la carpe et du lapin à l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi cette alliance? Écoutez, on se retrouve au deuxième tour avec 4 listes face à Jean-Paul Fournier. Il est clair qu'il n'y avait aucune possibilité de gagner à 4 listes et qu'on a essayé de trouver un certain nombre de choses qui convergeaient. Et donc, on a fait une union. Voilà, c'est peut-être une erreur, peut-être pas, j'en sais rien. Tout état de cause, à ce moment-là, on s'est dit que c'était peut-être une possibilité pour renverser la machine. Ça n'a pas fonctionné. De toute façon, Jean-Paul Fournier était élu avec 12% des Nîmois, puisque 40% de 30% de votants, ça fait peu. Donc voilà, les Nîmois ne se sont pas exprimés, c'est tout. Ceux qui sont exprimés pour Jean-Paul Fournier. 12% des Nîmois, oui, tout à fait. Olivier, votre question à notre invité. Alors moi j'ai une question, je voudrais rebondir sur la question que vient de poser Claire. Elle pose la question à Yvan, pourquoi cette alliance? Moi j'étais dans les négociations, donc je veux juste te dire une chose claire, parce que tu poses cette question, l'air de regretter cette alliance. Sache que cette... Non, je ne la regrette pas. Comme beaucoup de gens, nous ne l'avons pas comprise parce qu'il n'y avait pas vraiment... Que ce soit sur l'écologie, sur la protection animale et sur beaucoup d'autres plans, c'était pour nous, ça nous a énormément surpris et ça a surpris énormément de gens. Pourquoi sur le plan de l'écologie? Au contraire, en tout cas, le discours... Yvan, je parle Yvan. Oui, mais le discours qu'on portait ensemble était éminemment écologique. Alors là, sur le coup, je comprends l'alliance, le projet de rassemblement avec Daniel Richard. Moi, là où je me suis retiré, parce que là, il n'y avait plus du tout de convergence, mais après, c'est eux qui l'ont accepté ainsi, c'est sur la tauromachie. Voilà. Donc ça te rejoint. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec leur position, et donc je me suis Allez, retiré. votre question, Olivier, pour qu'on avance. Moi, parce la question, elle est on a simple, beaucoup que je de voulais choses. poser à On a Yvan. beaucoup Je connais... Alors c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, et puis c'est un peu la fête des amoureux. Il y a une espèce de désamour politique là, latent. C'est un peu dommage, voilà. Parce que quand on connaît les uns et les autres, c'est un peu dommage, d'autant plus dommage. Moi, j'ai une question à te poser, parce que ça revient souvent à la discussion entre lui et moi. Dans quelques mois, il y a les élections législatives. Je connais ta fibre instinctive. On ne fait pas de la politique comme ça tant d'années sans en avoir quelque chose qui titille. Seras-tu candidat aux prochaines législatives? Ouais, tu veux tout savoir et rien payer, toi. Donc, écoutez, j'ai pas mal donné. Il y a d'abord. Il a beaucoup donné quand même. Il a beaucoup payé. Attendez, on se taquine. Je paye pour voir. Il y a des élections présidentielles, et puis au lendemain des élections présidentielles, on verra bien. Allez, avance, Coralie. Je vous en prie. Je pose juste une dernière question parce que j'avais pas pu la clôturer. Mais je voulais vraiment savoir. Alors, on imagine que ça n'a pas dû être évident de s'opposer à Franck Proust ou à Jean-Paul Fournier quand vous étiez membre de leur équipe. Mais en 2007, en 2017, c'est là où vous avez beaucoup parlé de la CNIM et c'est là où il y avait des échéances électorales. Alors, ma question toute simple, c'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas utilisé aussi la CNIM comme un argument politique pour nourrir vos propres ambitions? Mais Coralie, vous sortirez jamais de cette histoire-là. Ah ben là, on est en plein dedans en ce moment. Non, mais attendez, simplement, je vous dis aujourd'hui, parce qu'on parle de Franck Proust, mais il n'y a pas que Franck Proust. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus me voir, qui sont allés porter plainte en disant voilà ce qui s'est passé, on n'est pas d'accord avec. Ces hommes et ces femmes-là, Madame Volbert par exemple, Monsieur Lapierre par exemple, ils sont tout aussi à respecter que Franck Proust ou qu'une autre personne. Tout à fait, mais en fait, donc ces gens-là, l'interview porte sur vous. Vous en avez fait un peu un argument de campagne finalement. Si vous étiez en désaccord, il fallait démissionner, c'est plus correct. Vous pouvez être en désaccord sur un point. J'ai clairement dit des choses. La preuve, c'est que la CNIM a changé. Il n'y a plus de CNIM. Ça a été une autre institution. Alors c'est la SAT maintenant. Oui, bien sûr, c'est la SAT. Elle existe toujours. Oui, tout à fait. Parce que les opérations ne sont pas clôturées. Tout à fait, qui a changé de nom, qui a changé de pratique. La preuve c'est que je me suis après jamais opposé à une décision parce vous n'avez pas fait campagne dessus, c'est ce que vous... Elles étaient conformes. Ne mélangez pas la politique et des histoires de financement, d'accord? Des histoires de marché public. Ne les mélangez pas. Je me suis exprimé sur les marchés publics, point barre. Et j'avais à le faire. C'était pas un droit que j'avais, c'était un devoir. Parce que j'estime aujourd'hui que le gestionnaire que je suis, on ne peut pas, quand on gère de l'argent public, ne pas respecter ce que le législateur a mis en place. Et dans cette affaire-là, ça n'a pas été respecté. C'est pas à moi de juger. J'ai dit ce que j'avais à dire. Point barre. Vous l'avez dit notamment pendant des campagnes, mais c'est pas grave, on avance. Un mot sur l'aéroport de Nîmes Métropole.
dont d'ailleurs l'AGLO a repris la gestion sous votre mandature, 2014-2020. Vous êtes toujours élu animé à l'AGLO, on rappelle que vous êtes un élu centriste. Un mot donc sur cet aéroport, on a appris récemment l'ouverture d'une ligne commerciale à Dublin, et puis prochainement peut-être qu'une va s'ouvrir en Écosse. C'est fait l'Écosse. C'est fait, mais on ne sait pas la ville encore, enfin on la sait, mais on ne va pas le dire ce soir. Quel regard vous portez sur cet essor de l'aéroport ? Vous savez, je crois d'abord que pendant la mandature que j'ai présidée, on a tout fait pour que l'aéroport ne ferme pas. Je me suis rendu 2 fois à Dublin, moi aussi, pour aller discuter avec Ryanair. FES, CNES, ce sont des lignes qui ont été ouvertes. Elles existaient déjà avant que vous arriviez. Ah non, il y a des lignes, il y en a une qui n'existait pas, d'accord ? Elles ont été créées par le syndicat mixte. Vous n'aviez pas encore la gestion proprement dit de l'aéroport. Il n'empêche que nous avons créé ça. Vous savez que le syndicat mixte s'est arrêté, etc. Donc je me suis occupé de faire en sorte que le développement de l'aéronautique sur le pôle de Nîmes-Garons, l'arrivée de l'aviation civile, etc., on y a travaillé. Mais tant c'est mieux. une bonne chose, l'arrivée de ces nouvelles lignes. Mais tant mieux, bien sûr. Pourquoi ce serait une mauvaise chose ? Parce qu'on a eu le sentiment, sous votre précédent mandat, que vous n'y avez pas forcément cru, que pour vous, le développement de l'aéroport, c'était beaucoup ce qui était aéro-industriel et qu'on avait délaissé un peu le trafic passager. J'ai l'impression qu'à partir du moment où je vois quelque chose, vous voyez le contraire. Mais bon, c'est peut-être une simple impression. Attendez, excusez-moi. À l'époque, on avait titré l'interview « L'avenir de l'aéroport et aéroportuaire ». Oui, simplement, je crois que la seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que ces lignes-là ne coûtent pas trop aux contribuables. Ça veut dire qu'il y a une partie de financement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a le devoir de faire attention à ça parce que nous, on est criblé d'impôts. Donc, ne pas augmenter la fiscalité, ça me paraît important. Et faire attention que ces lignes-là ne coûtent pas trop cher. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'AGLO qui finançait les lignes, avait un budget. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, c'est l'AGLO qui finance EDIS par ce marché public. Et c'est EDIS, après, qui a fait rentrer EDIS à l'agglomération, à l'aéroport ? Le syndicat mixte, à l'époque. Oui, c'est ça. C'est notre décision. C'était le syndicat mixte qui était présidé, je crois, par Jean-Paul Fournier. Et puis il a démissionné quand vous avez décidé de reprendre l'aéroport. Donc je pense que cette victoire, on l'accorde à vous deux. Mais arrêtez de chercher des histoires entre tout le monde. Je cherche pas d'histoire. Je pense qu'aujourd'hui... J'essaie d'avoir votre vision sur l'aéroport. Non, mais moi, je ne vais pas critiquer. J'ai essayé de faire de mon mieux pendant mon mandat. Et je souhaite... Et vous avez peut-être une vision différente. Et je souhaite et j'espère que celles et ceux qui sont aujourd'hui feront de leur mieux. Parce qu'on n'a pas le droit, aujourd'hui, de ne pas s'impliquer complètement dans un mandat politique, c'est trop important. Allez, on dit un mot sur Magna Porta. On avance, Coralie. Sur Magna Porta. S'il vous plaît, on avance parce qu'on a un programme chargé. Franck Proust va réduire la zone d'activité pour démarrer au plus vite le projet. Est-ce que c'est une bonne idée ? On rappelle que c'était 160 hectares au départ. D'abord, je voudrais dire que lorsqu'on a ouvert cette gare, j'ai eu toutes les critiques du monde en disant que c'était une erreur, qu'il ne fallait pas accepter, etc. C'est notamment la gauche, les communistes, qui est... Y compris d'ailleurs certaines personnes dans la majorité municipale. Et qui n'est pas Franck Proust et Jean-Paul Fournier qui l'ont porté. Non mais je précise, excusez-moi. Non mais si je peux, allez-y, si je peux parler, allez-y. Je vous en remercie, quoi. Franchement, je vous en remercie. Je pense que cette gare, elle sauve le territoire. Parce que s'il n'y avait pas eu cette gare-là aujourd'hui, c'est vrai qu'elle pose des difficultés pendant un certain temps, que la troisième voie, elle se fera. Elle n'a jamais été prévue au départ, par mes prédécesseurs d'ailleurs, je n'ai jamais attaqué, elle n'a pas été prévue, j'espère que se fera. Mais aujourd'hui, elle garantit au moins à Nîmes le fait qu'on ait des TGV qui vont s'arrêter. Lorsqu'ils iront de Bruxelles à Séville, quand la ligne sera faite, on aura des TGV toutes les heures et c'est parfait. Ça, c'est sur le bien fondé de la gare. Oui, bien sûr. La zone. La zone, il y a une zone extra. Regardez ce qui s'est passé autour de Valence. Aujourd'hui, il y a une vraie zone. Eh bien, donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie zone autour de cette gare. Elle se fera. Mais je ne vais pas leur dire à ceux qui gèrent aujourd'hui, vous n'allez pas assez vite. C'est compliqué. Moi, j'ai mis du temps. On a le masque qui est sur le territoire, qui est sur la zone. Le masque Larrier. Le masque Larrier, ça y est, il va sortir. Et puis, il y a d'autres activités qui peuvent s'implanter. Voilà, mais il faut du temps. Donc, c'est bien de phaser petit à petit. Oui, bien sûr que c'est bien de phaser. Et croyez-vous que demain, ils ont des possibilités de trouver des entreprises qui vont venir ? Pas tout de suite. Bon, ils ont fait un choix entre Manduel et Redescendre. La liberté, mais je pense que c'est une chance. Redescendre, c'est vrai que c'était compliqué. Il y a une ligne à haute tension. Ah ben, mais voilà, vous avez toutes les réponses, donc je vais arrêter ma démonstration. C'est une discussion, c'est un échange. Non, c'est pas tout à fait un échange, parce que quand je réponds, vous intervenez aussi. Mais non, je complète. D'accord, ok. Non, mais c'est la Saint-Valentin. La ligne à haute tension, c'est l'argument. C'est l'argument d'un camp.
de ceux qui aujourd'hui président la Nîmes Métropole. Mais la ligne de haute tension... Elle existait avant, sous le précédent mandat. Bien sûr que la ligne de haute tension existait, mais les lignes de haute tension... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué avec une... Oui, c'est compliqué, mais ce qui est compliqué par n'est pas... le phasage, sans attaquer M. Lachaud, ne vous victimisez pas. C'était que la zone manduéloise, il n'y a pas la ligne à haute tension. Je vous dis ce que je pense. Donc de fait, pour créer un projet, c'est plus facile quand il y a une absence de ligne à haute tension. C'était juste ce que je voulais dire. Allez, on dit un mot sur la présidentielle pour clôturer cette interview, Coralie. Exactement. Et contrairement à ce que vous pensez, je suis juste journaliste, je ne suis pas l'avocate de Franck Proust. Donc, sur la présidentielle, pour qui allez-vous voter au premier tour le 10 avril ? Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron ? J'ai été soutenu aux dernières municipales par le président de la République et je voterai donc pour le président de la République sortant, Emmanuel Macron. Je connais bien Valérie Pécresse, on se tutoie, j'étais président de groupe lorsqu'elle était ministre, donc c'est une femme qui a des qualités. Je pense aujourd'hui que le président de la République sortant a quand même un bilan qui, à mes yeux, est positif. Dans une crise compliquée, il a largement fait des propositions et quoi que ça coûte... Qu'est-ce que vous retenez de ce quinquennat ? Je retiens une gestion, c'est en un moment très compliqué qu'on a... je crois que depuis la guerre, il n'y a pas eu des moments aussi compliqués que celui-ci, au moins économiquement, et qu'il a fait preuve de lucidité. Je pense que moi je suis un centriste, je pense qu'Emmanuel Macron est un centriste aussi, il peut gouverner avec la gauche, avec la droite, et il s'agit qu'on ait des hommes et des femmes intelligents des deux côtés, ça me va. Alors Allez, rapidement. Comme j'aime bien chercher la petite bête, c'est sûr que j'ai vu Hervé Morin dimanche, qui était à côté de Valérie Pécresse. Bien sûr. Vous êtes toujours centriste, il est toujours président de centriste. Bien sûr. Comme j'aime bien me chercher la petite bête, je me dis qu'en soutenant Emmanuel Macron, ça peut être plus facile pour avoir une investiture aux législatives. Et du coup, je vais rejoindre notre sociétaire Olivier. Est-ce que vous allez être candidat sur la deuxième circo, par exemple ? Vous voulez tout savoir et rien payer, vous verrez après les élections... Moi, je n'ai pas payé comme journaliste, on est en démocratie, monsieur Lachaud. Vous verrez les élections, après les élections présidentielles, ce qui se passera. Bon, vous savez, aujourd'hui, je ne vis pas de politique, d'accord ? J'ai un métier qui me passionne, j'ai un investissement très important dans mon métier. Je développe l'Institut d'Alzon et l'ensemble de l'éducation. Qui est dans tout le Gard, notamment la deuxième circonscription. Oui, je regrette, vous savez, sur Nîmes, que par exemple, on ait fermé les Riets, c'est dramatique. On s'est privé d'un grand nombre d'étudiants. Il y a des classes préparatoires que j'ai accueillies cette année à Dalzon et qui vont repartir sur Montpellier. Je n'ai pas la même vision du développement d'une ville parce que je pense que sans les étudiants, une ville... Mais pour mon cadeau de Saint-Valentin, vous serez candidat, oui ou non ? Faites-moi un cadeau pour la Saint-Valentin. On en parlera à la Saint-Valentin l'année prochaine. Je crois que les élections législatives seront passées.